Bienvenue dans le podcast du Bartage. C'est un épisode un peu spécial que vous écoutez maintenant, car il se fait l'écho de la Journée nationale des aidants. Chaque 6 octobre est dédié aux aidants, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'il est nécessaire de construire ensemble pour que les difficultés qu'ils rencontrent ne ferment pas leur horizon. Cette année 2021, c'est le thème de l'isolement social qui a été choisi pour mettre en lumière cette réalité qui les rattrape bien souvent. Aussi, dans le cadre du Bartage, l'accueil aidant aidé pour des personnes qui s'occupent d'un proche de plus de 65 ans dans le sud Gironde, c'est la parole des professionnels et le témoignage des participants que ce podcast souhaite vous faire partager. L'isolement social, ils connaissent, ils l'éprouvent et tentent d'y remédier. C'est poignant, c'est évident, c'est vivant. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Mathilde, tu fais donc partie des professionnels qui proposent le Bartage. Tu es assistante sociale au CLIC, mais dit comme ça, le CLIC, ça ne dit pas grand-chose. Alors, tu peux nous dire ce que c'est ? Le CLIC, c'est donc le Centre local d'information et de coordination, et c'est un service public qui accompagne donc les personnes âgées et leurs familles dans toutes leurs démarches et les questions qu'ils peuvent avoir qui concernent le maintien à domicile d'une personne âgée. Ça, c'est vraiment la mission première du CLIC. Donc, en effet, on est souvent amené à travailler avec des personnes en perte d'autonomie et leurs aidants familiaux. Aujourd'hui, pour cette journée nationale des aidants, c'est leur isolement social qui existe très souvent qu'il est nécessaire de mettre en avant. Toi, dans les rencontres avec les aidants, est-ce que tu constates que la difficulté de se sentir isolé est une demande d'aide ? On va dire que l'isolement social, on va souvent l'aborder peut-être même en deuxième, voire troisième question. Souvent, les premières questions vont tourner autour de j'aimerais être soulagée sur la douche, par exemple, parce que je m'occupe de l'acte d'hygiène ou des soins d'hygiène tous les matins. Comment je peux être soulagée là-dessus, parce que ça commence à me peser, les mouvements sont difficiles à faire, des choses comme ça. Ou j'aimerais pouvoir m'absenter pour aller faire des courses 2 heures dans la semaine. Comment je peux partir de chez moi l'esprit tranquille, sans m'inquiéter sur la personne dont je m'occupe, en me disant elle est peut-être tombée, elle va peut-être me chercher. Et donc du coup, j'aimerais de l'aide d'une tierce personne à la maison. Comment je peux faire? Quels sont les dossiers à faire? Ça, c'est souvent leur première question qui les amène à être orientés vers nous. Donc soit par quelqu'un d'extérieur, soit de eux-mêmes. Et après, souvent, on aborde l'isolement social parce que c'est en discutant qu'on se rend compte que soit en effet, ils n'exercent plus leur activité professionnelle. La demande, la présence auprès de la personne dépendante prend beaucoup d'ampleur dans leur quotidien qu'ils ont soit réduit, soit arrêté, soit ils sont à la retraite. Et en fait, du coup, c'est toujours cette question de la présence qu'ils ont auprès des personnes dépendantes qui prend beaucoup d'ampleur dans leur quotidien, qui fait que du coup, ils commencent à s'isoler d'un point de vue social puisqu'ils vont moins exercer de loisirs ou d'activités pour eux. Ils vont peut-être moins voir leurs amis qui voyaient par exemple avant tous les samedis soirs. Là, ils ne le voient plus parce que faut préparer à manger, il faut donner à manger à la personne dépendante. Donc tout ça, cumulé, fait que finalement, le repas entre amis des samedis soirs ou du mercredi soir, qui était un rituel, finalement, ils n'y vont plus. Et voilà, donc on aborde la question de l'isolement social plutôt au second plan. L'isolement social chez les aidants se réalise petit à petit, je suppose. Est-ce que tu crois qu'ils en ont conscience ? Alors, beaucoup d'aidants familiaux n'ont déjà pas conscience qu'ils sont eux-mêmes aidants. Donc, la question de l'isolement, c'est sûr que c'est peut-être pas quelque chose qu'ils en ont pleinement conscience. Je pense qu'ils vont plutôt se dire c'est normal, en fait, ma routine, mon quotidien a changé, donc ce que je faisais avant, je peux plus le faire. Mais ils vont pas l'associer à de l'isolement. Après, c'est souvent quand on pose la question est-ce que vous en souffrez, est-ce que ça vous manque, que là, ils se rendent compte que finalement, oui, en fait, ils aimeraient bien partir 2 heures, l'esprit un peu tranquille, à essayer de faire autre chose, à avoir d'autres personnes, à discuter avec d'autres personnes. Voilà. Donc, non, je suis pas sûre qu'ils en aient pleinement conscience. Comment tu expliquerais, toi, le repli sur soi des aidants et le fait qu'ils parlent peu de leur quotidien souvent difficile ? Peut-être qu'au début, elle va en parler à sa famille et puis quelqu'un qui aide une autre personne, disons que si tu n'es pas dans son quotidien, que si tu ne connais pas son rythme, c'est très dur pour une personne extérieure qui, elle, du coup, va travailler, etc. et qui n'est pas forcément au courant non plus de tout.
de se rendre compte à quel point c'est pesant au quotidien. Parce qu'en fait, on s'est tous dit, oui, bon, tu lui fais la douche le matin, après tu fais le repas, mais de toute façon, tu ferais le repas pour toi, puis l'après-midi, tu fais rien, et puis le soir, à la rigueur, tu l'aides pour se coucher. Beaucoup de personnes se disent, dans l'après-midi, t'as du temps pour toi. Et en fait, non, c'est de la surveillance constante, c'est parfois de l'accompagnement aux toilettes, c'est parfois une personne qui est derrière toi tout le temps parce que dès qu'elle te voit plus de 2 minutes dans la pièce, elle panique. Parfois, il peut y avoir de la violence verbale parce que les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer ou même de Parkinson peuvent s'énerver très vite ou s'emporter. Donc, du coup, c'est toujours temporisé, faire attention à ce qu'on dit, où il peut y avoir des crises. Donc, du coup, voilà, finalement, c'est un quotidien que quand on n'est pas dans ça et qu'on ne connaît pas, autant professionnel que de la famille, quand on connaît pas, on a du mal à comprendre. Et donc, je pense que ça amène, en effet, les aidants familiaux à s'isoler parce qu'ils se disent, de toute façon, ma famille va pas comprendre. Donc, je préfère ne pas en parler. Ou, je ne veux pas plomber l'ambiance. Pour une fois qu'on se voit tous, j'ai pas envie de dire que en fait c'est super dur de s'occuper du grand-père. Et après il y a pas mal d'enfants qui se disent c'est mon rôle, c'est mon devoir. Donc en fait parce qu'ils ont ce sentiment d'obligation en tant que fille ou fils, bizarrement c'est beaucoup plus les filles que les garçons, ils vont pas forcément non plus le dire parce que pour eux c'est dans leur devoir et dans leur mission de s'occuper de leurs parents. Je ne veux pas en parler à ma fille parce que je lui en ai, au début que mon mari était malade, je lui en ai parlé, je lui ai fait faire de la dépression. Donc je ne veux plus en parler et je n'en parle pas non plus avec ma mère qui elle est toute seule et a 88 ans et je vais la plomber. Donc c'est vrai que toute seule, je suis isolée. Les gens que je rencontre, c'est « ça va ?» Oui, ça va. Ça suit son cours. Pour les autres, ça va toujours. Ils ont pratiquement coupé les ponts parce que pour eux, ça leur renvoie quelque chose de compliqué à comprendre. Pour eux, j'ai beau leur dire ce qu'est devenu Patrick, ils ne comprennent pas. Ça leur fait mal et du coup, plus personne n'appelle. Comme ça, c'est commode. Ils ont peur de m'appeler parce qu'ils ne savent pas par quel bout... Comment demander? Ils savent pas. C'est tellement dur. Ça fait tellement mal que même à eux, aux amis de Patrick, ça leur fait mal. Et en plus, je les plombe parce que sur le portable de mon mari, le répondeur, c'est la voix de mon mari. Et je ne l'effacerai pas. Parce que c'est ce qui me raccroche à lui. Quand ça va pas, j'écoute un pet du Patrick, je pleure un bon coup et puis après ça va mieux. Et je l'effacerai pas. Moi, c'est sûr que je préfère être seule que mal accompagnée, comme je dis, mais d'avoir des gens qui me comprendront pas forcément ou qui connaissent pas, parce que si on n'est pas confronté à ces problèmes-là, c'est pas évident de le voir. Parce qu'on dit aux gens, bon, il est comme ça, il perd la tête, il dort tout le temps. Mais les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'ai une collègue qui, pour elle, de l'avoir mis en maison de retraite, c'est inimaginable. Ouais, c'est presque si on l'a abandonné, quoi. Alors déjà qu'on a déjà ce sentiment de l'avoir abandonné et puis d'avoir échoué face à la maladie, quoi. Quand on n'a pas vécu deux ans de nuit à pratiquement pas dormir, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Si on n'a pas été confronté, c'est pour ça que de venir là avec des gens qui justement vivent la même chose, on parle d'autant mieux que les gens vont vous comprendre, savent de quoi on parle, qu'à des gens extérieurs qui n'ont pas vécu ça, ils savent pas. C'est pas du tout évident, quoi. Mais bon, c'est normal, hein. Edwige, tu es la coordinatrice du pôle social et familial de la communauté de communes Convergence Garonne. Vous êtes associée à l'action du Barthage, mais pour être plus précise, le pôle social, c'est quoi et quel est son rôle ? Le pôle
L'école sociale et familiale est un service de la communauté de communes Convergence Garonne, dont une des missions est d'accompagner au mieux les habitants du territoire, dont les seniors, et de proposer des actions de prévention et de lien social. Le bartage, c'est quoi alors exactement et ça existe depuis quand? Le bartage est un temps de rencontre aidant-aidé qui se déroule sur la commune d'Aumette dans un lieu qui est un café-épicerie, lieu qui a été choisi parce qu'on recherchait quelque chose de chaleureux, de convivial, qui change un petit peu de salle des fêtes. Il était important que ça soit un lieu vivant. Donc le bartage a démarré en mars 2020. Il a hélas été arrêté lors du premier confinement. On a pu reprendre les rencontres en direct en septembre. On a enchaîné avec des visios et là, on reprend un rythme classique au bout d'1 an et demi. On parle dans cet épisode d'isolement social. Est-ce que dans les rencontres du bartage, c'est un concept qui a évolué? Dans ce projet-là, on était parti de l'idée d'apporter, comme je le disais précédemment, des outils et d'échanger entre personnes qui vivent potentiellement la même chose. On se rend compte à la suite du bilan que ça va au-delà, c'est-à-dire que le groupe est vraiment très, très uni, soudé, bienveillant. Il arrive qu'ils se rencontrent à l'extérieur, toujours en fait à l'épicerie, de manière plutôt impromptue, et ils prennent soin l'un de l'autre, ou les uns des autres. Ça a été flagrant en septembre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on travaille bien pour lutter contre l'isolement social, puisque c'était un retour qu'on avait eu que ce sont des personnes, en fait, qui arrivent à échanger sur cette thématique que dans le cadre du bartage, parce qu'avec la famille, avec les amis, c'est quand même assez difficile. Et c'est un lien très, très fort, qui unit ce groupe-là. Penses-tu, Edwige, que l'organisation de ces temps de rencontres est importante pour que le groupe puisse se sentir à l'aise? Oui, je pense que les temps de rencontre sont construits d'une telle manière que chaque personne a sa place. On prend le temps de les écouter, de leur demander comment ils vont. Et ça, c'est très, très important, ce qui fait qu'on a un groupe qui est posé et qui ose en fait se dévoiler petit à petit, dire les choses. Il n'y a jamais de jugement. C'est une notion de bienveillance qui est vraiment très, 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 très présente. Et ça repose sur quoi, d'après toi, le succès du bartage? Nous sommes 3 professionnels à intervenir sur ces temps-là, chacune avec, on va dire, une mission bien définie, à favoriser une notion et une relation de confiance. On reste régulièrement en contact avec le groupe, que ce soit par mail, par téléphone. Chaque rencontre se déroule d'une telle manière que chaque personne est impliquée. Il a son temps de parole, il est force de proposition, que ça soit dans la construction de la prochaine rencontre, que ça soit pour une thématique, mais également pour des envies de bien-être, faire une sortie ensemble, aller marcher. On reste sur cette notion de on est aidant, on a besoin de prendre du temps pour soi et le bartage favorise ça. C'est la fin de cet épisode spécial Journée des aidants. En espérant que son écoute vous ait touché et que vous vous soyez retrouvés dans ces témoignages, que vous soyez ainsi sensibilisés à ce que peuvent ressentir les aidants et mieux comprendre ce qu'ils vivent et qui n'est pour le moment jamais simple à exprimer. Un grand merci à Marie-Jo et Sylvie pour avoir témoigné avec toute l'émotion qui a pu les submerger, mais qui ont eu envie de transmettre leur réalité. Merci aussi à Edwige et Mathilde, toujours présentes au bartage et prêtes, quoi qu'il en soit, à participer au podcast. À toutes et tous, à très vite pour un prochain podcast. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous.